Nuit de tension à Sevran et à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, 2 jours après la mort d'un homme tué par un policier de la BAC qui tentait de l'interpeller. Des violences urbaines ont éclaté, un bus a été brûlé et des policiers ont essuyé des tirs de mortier d'artifice. Nuit de tension également en Corse, devant 2 casernes de CRS à Ajaccio et Furiani. Une cinquantaine de manifestants ont lancé des cocktails Molotov, des pierres et des fumigènes sur les forces de l'ordre. Un drapeau français a été brûlé. Au total, 24 policiers ont été blessés. Nouvelle session de négociation entre la Russie et l'Ukraine. Les délégations de ces 2 pays se retrouveront à Istanbul en Turquie dès aujourd'hui et jusqu'à mercredi. Pour mettre fin au conflit, Volodymyr Zelensky a dit étudier la question de la neutralité de l'Ukraine demandée par les Russes. Il est 8h15, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Fabien Roussel. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans la matinée, la matinale de CNews. On va évoquer tous ces sujets d'actualité. Et puis cette campagne, on est dans la dernière ligne droite de la campagne. Ou plutôt, ligne gauche. Voilà, je voulais vous la laisser. Un petit mot de l'Ukraine. Il y a une nouvelle session de pourparlers entre Russes et Ukrainiens. Le président Zelensky se dit d'accord pour un statut de neutralité de l'Ukraine. Vous avez le sentiment qu'il y a un petit pas qui a été franchi, si on peut l'espérer? Oui, enfin viennent au cœur de la discussion cette question de la neutralité de l'Ukraine qui, entre nous, est posée depuis 20 ans. Jusqu'à maintenant, l'Ukraine demandait à rentrer dans l'OTAN. Des pays comme la France et l'Allemagne avaient dit non, eux, de leur côté, notamment lors d'un sommet à Bucarest en 2008. Et puis, il y avait toujours eu cette pression, notamment de la part des Américains, de vouloir élargir. Bon, voilà, maintenant, on en arrive à cette situation. Cette question va revenir sur la table. Mais tant qu'il y a du dialogue, c'est ça qui va nous permettre d'arriver à un cessez-le-feu. Et je le souhaite au retrait des troupes d'Ukraine, puisque c'est d'abord ça qu'il faut obtenir. Qui est à abandonner la Crimée et le Donbass pour l'Ukraine? Mais il faut accorder ce statut spécial pour la Crimée et le Donbass. Et c'est notamment ce qui devait être mis en œuvre dans le cadre des accords de Minsk et qui n'a pas été respecté et qui fait partie des raisons qui ont servi de prétexte à Poutine pour envahir l'Ukraine. Et à chaque fois, je l'ai dit d'ailleurs, on pourra toujours chercher les causes de cette invasion, mais cette invasion est inadmissible, intolérable. C'est une violation du droit international, condamnable et insupportable. Un mot des entreprises françaises qui travaillent et en Ukraine et en Russie. Un certain nombre d'entre elles souhaitent rester, c'est le cas d'Auchan. Mais là, il y a le chef de la diplomatie ukrainienne qui appelle au boycott des magasins Auchan. Ça veut dire 43 magasins, 6 000 employés. Quelle est votre position sur les entreprises françaises qui continuent à travailler en Russie ? C'est une situation très compliquée, d'abord parce que j'ai lu ce qu'ils ont dit, et je suis en contact avec certains d'entre eux. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe, contre les Russes. Nous sommes en guerre contre Poutine, les oligarques, ce gouvernement qui a fait ce choix de la guerre. Et nous ne devons pas prendre le risque non plus de nous mettre le peuple russe à dos. Au contraire, nous devons créer les conditions de soutenir les pacifistes russes et de leur montrer que nous ne sommes pas en guerre avec eux. Il faut aussi préparer la suite. Il faut aussi pouvoir dire que notre ennemi, celui que l'on combat aujourd'hui, c'est le dirigeant Poutine. Ce n'est pas le peuple russe. Alors, si demain, toutes ces entreprises fermées, partaient, provoquant derrière du chômage et de la pauvreté en Russie, je m'interroge sur la manière dont réagiraient les Russes. Est-ce que ça ne va pas renforcer Poutine ? Est-ce que ça ne va pas renforcer un sentiment nationaliste anti-Occident ? Et donc, prenons garde à ça. Alors, ça va même plus loin parce que Auchan dit que son retrait exposerait ses dirigeants locaux à des poursuites pénales et renflouerait les capitaux russes. Il y a tout ça derrière. En tout cas, il faut garder en ligne de mire une série de sanctions économiques que nous pourrions mettre en œuvre à l'encontre de la Russie pour toujours faire pression. Vous savez, les sanctions économiques contre l'Iran, elles ont été plus sévères que celles exercées contre la Russie aujourd'hui. Donc on voit bien que le volet de sanctions contre la Russie n'est pas épuisé.
mais il faut le mesurer, car il faut mesurer les conséquences politiques que cela pourrait aussi avoir à l'encontre du peuple russe. Il ne faudrait pas radicaliser non plus le peuple russe. Il y a évidemment la guerre, ces dommages terribles sur les populations civiles, les réfugiés. Et il y a le risque de pénurie alimentaire qui est très réel. Alors, on sait que les semis en Ukraine vont avoir beaucoup de mal à se faire, les récoltes aussi. Comment faire en sorte que le marché du blé, qui est soumis à de très fortes spéculations internationales, ne flambe pas au point que cela provoque des famines partout? Oui, vous avez tellement raison. J'ai été d'ailleurs tout de suite, dès les premiers jours du conflit, je suis intervenu là-dessus. J'ai interpellé le président de la République. J'étais au salon de l'agriculture. J'ai interpellé de Normandie le ministre de l'Agriculture, justement pour demander une conférence alimentaire mondiale, une conférence alimentaire au niveau de l'Union européenne, parce qu'il faut pouvoir sécuriser l'approvisionnement de l'Europe, mais l'approvisionnement aussi des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. J'ai demandé la création de couloirs alimentaires, de corridors alimentaires pour pouvoir sortir d'Ukraine et de Russie ces millions de tonnes de blé et de maïs, de céréales qui sont stockées là-bas et qui ne peuvent pas sortir. Elles sont destinées... On n'arrive pas à faire des corridors humanitaires pour les civils, mais justement, c'est à mettre dans les discussions. En même temps qu'il y a des corridors humanitaires, il faut des corridors alimentaires pour pouvoir sortir ces millions de tonnes de blé, de maïs, de céréales, parce que sinon cela risque de provoquer des famines et d'autres catastrophes. Et puis, il y a une responsabilité de ceux qui spéculent sur le blé. Le blé n'est même pas planté, il va l'être. Il va commencer à pousser, qu'il est déjà vendu, et il va être vendu plus de 40 fois par des spéculateurs qui spéculent sur le cours du blé et sur la loi de l'offre et la demande avec cette guerre. C'est inadmissible, c'est honteux. En période de guerre, déjà, en période de paix, c'est pas bien de spéculer, ça c'est notre point de vue. Mais en période de guerre, les États doivent pouvoir dire « stop ». La bourse ne doit pas monter au son du canon. Il faut stopper la spéculation sur ces denrées alimentaires, sur les produits, les matières premières, pour bloquer les prix, garantir l'accès à tous au gaz, à l'énergie, à l'alimentation, au blé. C'est indispensable. Si tous les pays ne font pas la même chose, ceux qui spéculent, ils vont vendre au plus offrant. Les matières premières, elles se jouent à la bourse de Chicago. Alors, si Joe Biden est notre allié, c'est lui aussi qui a la main pour dire à la spéculation et à sa bourse, stop, on bloque les prix des matières premières, des produits alimentaires, notamment le blé, on le bloque et on bloque les prix pour tout le monde. On garantit un prix fixe pour l'ensemble des pays, des peuples. Il faut que ce soit les États qui achètent et qu'on les enlève des spéculateurs. Un mot de la France, évidemment, en campagne, vous l'êtes. Il y a eu des violences hier à Sevran et à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, 2 jours après la mort d'un jeune qui a été tué par un policier de la BAC. Est-ce que vous excusez ces violences ou est-ce que vous dites non? C'est hors de question de s'en prendre à des policiers, de s'en prendre à du matériel public, quelles que soient les circonstances. D'abord, il y a un drame, puisqu'un jeune homme de 32 ans a perdu la vie dans des circonstances à éclaircir. Il faudra que la justice fasse toute la lumière. L'IGPN a été saisi pour savoir quelles raisons. Donc je pense d'abord à sa famille, à ce drame, au maire Stéphane Blanchet, qui est aussi intervenu pour lui aussi appeler au calme, à l'arrêt des violences, ce que je fais aussi ce matin. Il n'a pas de violence que l'on pourrait excuser, justifier. Il y a d'abord un drame, il faut penser à la famille et franchement, s'en prendre à des bus, s'en prendre à incendier des véhicules qui appartiennent à des familles, des hommes, des femmes qui gagnent certainement peu, qui en ont besoin pour aller travailler, c'est s'en prendre à soi-même, c'est se tirer une balle dans le pied. Cette violence n'est pas acceptable et elle fait plus de mal à ceux qui vivent dans ces quartiers. Donc inexcusable. Inexcusable, bien sûr. Nuit de tension également en Corse, où des manifestations ont eu lieu hier devant 2 casernes de CRS à Ajaccio et Furiani, dans la banlieue sud de Bastia. Tout ça parce que des chants, la Marseillaise a été entendue chantée par des CRS à Furiani, au moment de l'enterrement d'Ivan Colonna à Cargèse. Il ne peut pas non plus y avoir de violence pour instaurer un rapport de force. Et cette violence en Corse, aujourd'hui, n'est pas acceptable. Je comprends la colère et je comprends la colère, l'émotion de la famille d'Ivan Colonna, qui a perdu la vie, qui a été assassiné dans sa prison, et aucun détenu ne doit être assassiné en prison, quels que soient ses crimes, et nous n'oublions pas non plus le crime commis par Ivan Colonna et ses acolytes. C'est-à-dire il y a 25 ans, voilà. Il y a eu la mort du préfet Erignac de 3 balles dans le dos. Et la réponse de l'État
serait de mettre l'autonomie sur la table. C'est une lâcheté pour moi, de la part de l'État, d'avoir cette réponse. D'autant que personne ne sait ce qu'il y a derrière le mot autonomie. Vous êtes contre l'autonomie ? Mais qu'est-ce que l'on y met dedans ? Ce que je sais, c'est que le peuple corse, et je vais parler du peuple corse, qui a une belle langue. Ce n'est pas le peuple français pour vous ? Si, mais nous sommes unis. En 1938, les Corses ont défilé à Bastia en 1938 pour faire le serment de Bastia et en disant « Nous mourrons Corses et Français ». Ils ont été les premiers à libérer la Corse du joug nazi et de l'invasion nazie. Et donc, nous sommes unis ensemble. Peuple français, peuple corse, nous sommes un. Mais justement, qu'est-ce que l'on met derrière l'autonomie ? Respecter le peuple corse aujourd'hui, c'est mesurer que le taux de pauvreté et de chômage est plus élevé là-bas, que les services publics sont sous-dotés là-bas. C'est inadmissible. Je ne partage pas la vision du président de la République de mettre les régions en concurrence les unes avec les autres. Et donc, c'est quoi ? Accorder l'autonomie à la Corse avec un SMIC différent, avec un système de santé différent, avec des écoles différentes. Et demain, l'Alsace, la Bretagne et toutes ces régions seraient en concurrence les unes avec les autres. Ça, c'est le délitement de la République. Je suis le seul, aujourd'hui, dans cette campagne présidentielle à gauche, à dénoncer cela et à appeler à ce que la République respecte tous ses citoyens, quelle que soit sa région et son lieu d'habitation. De la même façon, quel que soit l'endroit où on se trouve sur le territoire. La campagne, les sondages de second tour, enfin de premier tour même, Emmanuel Macron toujours largement devant Marine Le Pen. Vous êtes à 4% dans notre sondage. Comment vous la sentez, cette campagne ? Écoutez, avec toujours... Optimisme ? Oui, parce que d'abord, je ne mène pas campagne le nez sur les sondages, mais au contraire, dans ces 13 derniers jours, beaucoup de choses peuvent changer. Je sais que beaucoup de Français hésitent encore, n'ont pas fait leur choix. Je m'adresse à tout le monde, qu'ils aient voté à gauche, qu'ils aient voté à droite, qu'ils n'aient même jamais voté. Je veux des jours heureux pour la France et je veux que nous les construisions ensemble. Nous avons beaucoup de richesses, nous voulons les mettre au service des retraites, des salaires, du pouvoir d'achat, vivre dignement. C'est le mot que j'ai développé hier à Toulouse dans mon meeting, une vie digne, être respecté. Et l'argent, on va aller le chercher là où il est. Je m'attaque à la fraude fiscale, à l'évasion fiscale. Je parle de ce scandale avec McKinsey, ces cabinets conseils qui ont empoché tellement de milliards et qui ne payent pas d'impôts parce que le siège est aux États-Unis. Eh bien, reprenons le pouvoir sur ces richesses et mettons-les au service du développement humain, de nos services publics, de notre industrie et vivre dignement. Est-ce que vous avez noté une montée de la violence dans cette campagne ? Marine Le Pen a été chahutée en Guadeloupe, c'est admissible. Il y a des slogans qui ont été chantés hier lors du meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro, Macron assassin. Est-ce que ça vous choque ? Oui, c'est extrêmement choquant. Toutes ces violences, ces mots durs, ou empêcher même quelqu'un de tenir un meeting, ça ne se justifie pas. Les sièges de campagne des jours heureux, et avec ce beau mot, les jours heureux quand même, ont été, moi j'en ai eu 5 qui ont été vandalisés en l'espace de 48 heures, tagués. C'est pas comme ça qu'on mène le débat politique. Moi je souhaite que l'on ait un débat projet contre projet, avec bienveillance, pour convaincre les Français, pas pour taper sur les autres. C'est au contraire, c'est pas un combat de boxe, une campagne présidentielle et faire de la politique. Même si vous aimez la boxe. Oui, un de mes enfants. Mais c'est combattre avec les idées. Et c'est présenter son projet avec bienveillance. Et voilà, après, il y a des idées qui sont inadmissibles, comme le racisme et l'antisémitisme. Ce ne sont pas des idées, c'est un délit, ce n'est pas une opinion, et donc c'est condamnable. Et ça, c'est à la loi de se saisir et de faire son travail. Vous faites cette campagne de premier tour, il y aura un second tour. Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon arrivait à se qualifier, vous appelleriez à voter pour lui, pour faire barrage à, je ne sais pas qui sera en face de lui? Moi, j'ai toujours dit que je souhaitais que la gauche l'emporte aux élections présidentielles comme aux élections législatives. Et bien sûr, à chaque élection présidentielle, il y a eu plusieurs candidats de gauche au premier tour, et au second tour, on se rassemble en direction de celui qui est bien placé. Mais le premier tour permet de dire quelle couleur on veut donner à cette gauche, quelle gauche on veut. Et je porte une gauche populaire, républicaine, laïque, féministe, écologiste. Et cette gauche, il faut lui donner de la force dès le premier tour, parce que ça va compter pour la suite. Je vais même vous faire une confidence, Madame Ferrari. Je vais vous dire, la gauche, elle va gagner. Et je sais qu'elle va gagner. C'est écrit
C'est écrit, c'est dans l'histoire. La question, c'est quand? Et c'est pour mettre en place quelle politique? Alors, le 10 avril... Et avec qui? Le 10 avril, ça peut compter pour tout de suite, mais le 10 avril, en votant pour les jours heureux, en votant pour ma candidature, on construit aussi l'avenir. Et c'est 2 choses-là que je veux avoir en tête et que je propose aux Français. Vous avez reparlé à Jean-Luc Mélenchon récemment ou pas? Non, ça sera pour après. Je peux vous dire qu'on est beaucoup sur le terrain, d'un côté comme de l'autre. Donc vous voyez. On se croise sur les plateaux. Très bien. Merci beaucoup Fabien Roussel d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Lézard pour la suite.